L'histoire des Juifs de France, c'est un rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à apprécier et nous vous en remercions. Je suis toujours ce matin en compagnie de Christophe Darc qui écrit ses chroniques d'histoire justement depuis 2 épisodes. Christophe, nous sommes sous le règne de Louis XIV et nous vous avons raconté 2 épisodes marquants pour les Juifs, la visite du roi Soleil à la synagogue de Metz en 1657 et l'expulsion des Juifs des Antilles en 1683. Et bien ce matin nous restons à la période de Louis XIV, avec un stéréotype sur les Juifs qui va prendre de l'ampleur, celui du banquier juif à l'origine de la misère traversée par le royaume. Si ce cliché n'est pas nouveau, il est d'actualité en revanche au début du XVIIIe siècle, alors que la France traverse l'une des crises économiques les plus graves de son histoire. Une rumeur se répand dans les dernières années du règne du souverain et affirme que le banquier du roi est juif, une accusation qui va rester présente très longtemps, bien après d'ailleurs la mort de Louis XIV en 1715 et sera même toujours véhiculée au XXe siècle. Christophe, est-ce qu'on peut d'abord peut-être rappeler le contexte qui va entraîner la propagation de cette rumeur ? Eh bien, dans les années 1690, cela fait déjà plus de 50 ans que Louis XIV gouverne. Les guerres successives ont vidé les caisses. Les famines sont fréquentes à cause du manque de blé, en raison notamment des aléas du climat. Les impôts pèsent lourdement, la dette explose et représente des années de recettes. Le royaume vit à crédit sur une succession d'emprunts qu'il ne peut pas rembourser. Et c'est dans ce contexte que l'un des hommes les plus riches de France et d'Europe en financier, Samuel Bernard, devient l'un des principaux banquiers du royaume. C'est un homme à la réussite insolente. Il débute comme marchand de draps à Paris. Il fait fortune grâce à la traite négrière qui se structure. Il devient légal avec le Code noir en 1685. Bernard crée la compagnie de Guinée, rachète les prises des corsaires royaux et en parallèle, il a ses entrées à la cour. On y reviendra. Il verse aussi les salaires des ambassadeurs tout en touchant de très juteuses commissions, mais grâce à ses réseaux très influents, il importe depuis l'étranger des denrées qui manquent à la France, comme le blé. Il devient grand banquier pour le compte du Trésor royal, il finance la guerre de succession d'Espagne qui éclate en 1700, il demande même la création, puisque ça n'existait pas à l'époque, d'une banque royale sur le modèle de ce qui se fait en Angleterre, faveur qu'il n'obtient pas, mais cela n'entame en rien sa popularité auprès du roi. Et oui, car il faut dire que Samuel Bernard, en fait, est un intime de Louis XIV. Il est couvert de titres, il est anobli en 1699, il est fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel, puis en 1706, il devient conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France, en la grande chancellerie de France, une charge quand même très importante. Samuel Bernard est aussi l'invité du monarque dans les jardins de Marly, un honneur réservé aux plus intimes du souverain. Pendant ce temps, en tout cas, la situation économique ne s'arrange pas. L'année 1709 est même l'une des années les plus noires du règne de Louis XIV. Et oui, il faut savoir que les gelées de cette année-là sont absolument terribles. On va compter jusqu'à 600 000 morts. Vous vous rendez compte, c'est absolument incroyable. Ce froid véritablement polaire qui dessert sur la France, alors que les paysans n'ont déjà pas grand-chose à manger. Et en plus, beaucoup d'entre eux sont partis à la guerre. On manque donc de bras. La disette, la peste, les révoltes se répandent dans tout le royaume. D'ailleurs, une anecdote, c'est le duc de Saint-Simon qui raconte ça, que le verre du roi à Versailles gelait. On recensait moins de 10 degrés. Et du coup, le duc de Saint-Simon racontait que le verre de vin du roi était gelé. Ça vous donne donc une idée de ce phénomène véritablement polaire qui déferle sur la France, qui déferle sur la France en 1709. Et évidemment, financièrement, ça ne s'améliore pas. On est en pleine dévaluation de la monnaie. Et la place de Lyon, et oui, parce qu'à l'époque, Lyon, c'est la première place financière du royaume, s'effondre. Des banquiers de l'entourage de Samuel Bernard, pas fou, fuient à Genève. Et du coup, le créditeur numéro 1 du royaume se retrouve un peu seul, mais enfin en faillite quand même, bien que, et ça ce sera très important pour la suite, il sera soutenu par l'État qui refuse de voir forcément son principal financier dans la tourmente au risque de se retrouver lui-même en faillite. Bernard parvient même à un accord avec ses créanciers, mais on peut dire qu'il a bel et bien été dupé, sans doute grisé d'ailleurs par ses titres et sa réussite insolente. Alors c'était important justement de préciser tout ça, car assez vite, comme la situation du royaume est critique, alors que Samuel Bernard est de plus en plus influent auprès du roi Louis XIV et qui est aidé par le roi même quand ses affaires vont mal, on l'accuse d'être responsable de la crise. On retrouve le cliché là du puissant spéculateur sans scrupules qui s'est enrichi sur le dos des plus faibles et qui est forcément juif. C'est ce qu'on voit effectivement apparaître dans certains textes ou témoignages de l'époque, même s'ils ne sont pas très nombreux, mais évidemment le plus cocasse dans cette histoire, c'est qu'il ne l'est pas. Il est issu d'une famille protestante calviniste originaire des Pays-Bas et Samuel Bernard se convertit en 1685 lors de la révocation de l'édit de Nantes qui avait été promulgué, cet édit de Nantes en 1598 au temps du roi Henri IV,
et qui garantissait la liberté de culte aux protestants après des décennies de guerre de religion. Et puis franchement, si on réfléchit 2 secondes, Ilana, on voit mal un roi catholique comme Louis XIV s'enticher d'un banquier présumé juif, surtout lorsque l'on connaît les rapports ambigus, on en a parlé, entre les juifs et Louis XIV. Mais qu'importe, cette accusation du banquier véreux, forcément juif, reprenant le vieux poncif moyenâgeux de l'usure, fait son chemin alors même que la situation économique du royaume va de pire en pire. La mort de Louis XIV en 1715 n'améliore pas la situation. Philippe d'Orléans est nommé régent en attendant que Louis XV ait la majorité pour gouverner. Mais les finances sont exsangues. Du coup, on arrête des créanciers présumés responsables de cette situation. Samuel Bernard échappe à ce coup de filet car il restitue aussi 6 millions de livres à l'État. Et l'homme reprend ses activités, achète des terres, des seigneuries, devient comte et se fait même le portrait par le peintre officiel de Louis XIV, Hyacinthe Rigaud. Vous savez, ce célèbre portrait de Louis XIV, un tout en pied, très célèbre. Et du coup, eh bien, effectivement, notre homme, Samuel Bernard, meurt en 1739 à 87 ans et laisse, figurez-vous, à ses héritiers une fortune personnelle d'environ 33 millions de livres. Malgré sa mort, Samuel Bernard ne tombe pas dans l'oubli. L'annulation de sa dette, ses activités de financier qui lui ont permis de s'enrichir rapidement et d'être très proche de Louis XIV et de Louis XV ne font aucun doute sur le fait qu'il soit juif. Oui, en fait, c'est même véritablement après sa mort que cette présumée accusation va prendre de l'ampleur. Selon l'historien italien Andrea Adobati, qui a travaillé sur cette rumeur du banquier juif de Louis XIV et sur lequel je me suis essentiellement inspiré pour préparer cet épisode, eh bien, tout serait parti du philosophe Voltaire, qui, comme on le verra plus tard dans une autre chronique, n'était pas avare en propos antisémites, c'est moins que l'on puisse dire. En colère à l'encontre de l'un des fils de Samuel Bernard, qui ne lui avait pas remboursé un emprunt de 80 000 livres, eh bien Voltaire a commencé à se plaindre à qui voulait l'entendre de cette somme non remboursée, surtout après la mort malheureuse de son débiteur en 1753. Il écrit, je cite, « J'aimerais mieux qu'il me fît justice de la banqueroute du fils de Samuel Bernard, juif, fils de juif, mort surintendant de la maison de la reine, maître des requêtes, riche de 9 millions et banqueroutier. » Voltaire, vous le savez, étant un personnage populaire et estimé, eh bien ses propos sont pris du coup pour argent comptant, si je puis dire, et donc la rumeur du juif Bernard, qui existait déjà, mais il faut le dire, n'était pas très prise au sérieux jusqu'à présent, eh bien se propage à nouveau et véritablement comme une traînée de poudre. En effet, Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui fut pourtant précepteur des fils de Madame Dupin, fille naturelle de Samuel Bernard, évoque aussi le juif Bernard. En 1781, un certain Moufle d'Angerville, dans un ouvrage sur la vie privée de Louis XV, parle du banquier de Louis XIV comme d'un juif méprisable et fait un raccourci simple. Les juifs sont présumés superstitieux. Samuel Bernard était superstitieux. Il ne se séparait jamais d'une poule de couleur noire, donc il était juif. Eh ben oui, au cours du 19e siècle, les descendants de Bernard auront bien du mal à faire taire cette rumeur, même si l'arrière-petit-fils de Bernard, président du Conseil d'État dans les années 1830, écrit « Le judaïsme de Samuel Bernard est une pure fiction fondée sur le hasard d'un nom de baptême plus usité en effet chez les juifs que chez les chrétiens, mais rien n'y fait. Un roman feuilleton, Le juif Samuel Bernard, le roi des traitants, paraît en 1860. L'écrivain antisémite Édouard Drumont en parlera aussi dans les années 1880. Et même Marcel Proust, lui-même juif, et sans doute certain que cette légende est fausse, eh bien fait quand même dire à son personnage Bloch dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, comme s'il s'agissait de doser au microscope une quantité infinitésimale de sang juif, et comme aurait pu dire, mais ne l'eût pas dit un grand seigneur français, qui parmi ses ancêtres tous chrétiens eut pourtant compté Samuel Bernard. Au XXe siècle, Samuel Bernard devient le symbole d'une conspiration juive sur la finance internationale. En particulier sous le régime de Vichy. Écoutez cet extrait de Louis-Ferdinand Céline dans une lettre envoyée au directeur d'Au-Pilori, journal collaborationniste. Les Français, fidèles à la tradition, sont demeurés tout au fond dans l'ensemble royaliste. Depuis Samuel Bernard, ils sont fidèles à leur roi juif. Celui qui fait en ce moment à Vichy l'intérim des Rothschild se trouve beaucoup plus puissant qu'aucun de ses prédécesseurs. Louis XIV n'était qu'un petit garçon. On voit en effet que Samuel Bernard, banquier de Louis XIV, va être considéré pendant longtemps comme juif. Cela arrange bien les antisémites de toutes les époques. Merci Christophe pour ce nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France. On vous retrouve dès demain sur Radio.